Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à travers ce petit écran pour qu'ensemble, nous parlions, nous décortiquions le discours du président Tidjane Thiam à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, du 64e anniversaire de l'accession de notre pays, de la Côte d'Ivoire, à la souveraineté nationale et internationale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous vous souviendrez que c'est le 7 août 1960 que le premier président de la Côte d'Ivoire, notre grand-père, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, avait proclamé solennellement l'indépendance de notre pays. L'œuvre se poursuit. Il y en a qui ont bien fait l'œuvre, qui ont tenté de le faire, même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire se retrouve dans le trou et que ceux qui sont là naviguent à vue et que rien ne marche. Et quand on en parle, c'est pour envoyer des gens au Canada. Heureusement que je suis informé, parce que je suis un homme de réseau. Je suis informé. Ils vont tourner jusqu'à ils vont retourner et je vais les livrer à la GRC pour qu'on les écrase. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez écouté deux discours en cette fin d'année, à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un discours barbare, violent, un discours négationniste, un discours plein de mensonges et de contre-vérités de M. Alassane Ouattara. Certainement, la vieillesse a fait qu'il a perdu les pédales. Personne n'a fait en Côte d'Ivoire. L'école marche bien, l'université marche bien, le goudron biodégradable marche bien. Alassane Ouattara, dans ses mensonges tels qu'on le connaît, a livré l'invraisemblable aux Ivoiriens parce que c'est sa nature, lui, Ali Baba et ses hommes. Mais à côté de ce discours, il y a celui porteur d'espoir, de l'homme d'espoir, qui s'appelle le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam. Tidjane Thiam nous a livré un discours limpide, en ne fuyant pas les réalités ivoiriennes. Un discours qui nous amène à espérer. Et nous allons ensemble écouter ce discours. Et les quelques minutes que j'ai, nous allons juste apporter notre petite contribution. Quand Dieu parle, les anges n'ont rien à dire. Donc, je ne devrais même pas faire une interprétation de ce discours qui devrait être enseigné dans les grandes écoles et les universités les plus huppées du monde. Je voudrais saluer le président Thiam et tous ses collaborateurs. PDCI toujours, PDCI vivra. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on écoute ensemble le président Tidjane Thiam du PDCI-RDA et on va décrypter. Et en deuxième position, je vais donner quelques conseils aux cyber-escrocs, aux cyber-malhonnêtes, aux cyber-affamés du RDR qui passent le clair de leur temps à monétiser leur page pour avoir à manger. Moi, je ne fais pas ça. Habitants de la Côte d'Ivoire, chers amis de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Ce jeudi 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, me donne l'agréable occasion de m'adresser à vous. Il y a un peu plus d'un an, exactement le 1er août 2023, disparaissait le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. La nation tout entière lui a rendu un hommage mérité en mai et juin dernier. Je tiens, encore une fois, à renouveler toute ma gratitude aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, ainsi qu'aux amis de la Côte d'Ivoire, et à remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont contribué à lui rendre un vibrant et émouvant dernier hommage, à la mesure de la part qu'il a prise au développement de notre pays. Le PDCI-RDA, notre parti, a tenu à saluer le premier anniversaire de cette perte cruelle partout où notre parti est implanté en Côte d'Ivoire et à l'étranger. J'ai moi-même présidé ces commémorations en France où je me trouve. J'ai une pensée émue pour sa veuve et sa famille, et leur exprime ici toute ma sollicitude. Ivoiriennes, Ivoiriens, alors que nous célébrons le 64e anniversaire de l'indépendance du pays fondé par Félix Houphouët-Boigny, j'aimerais vous demander de m'accorder quelques minutes de votre temps aujourd'hui pour que nous réfléchissions ensemble au sens profond de l'action qu'a menée pendant toute sa vie ce grand homme, le père de notre nation. Cela me paraît nécessaire car nous entrerons dans quelques mois dans une année essentielle pour l'avenir de notre pays, avec une élection présidentielle en octobre 2025. Le 7 août est chaque année
une date toute particulière dans le calendrier de notre nation. C'est en effet l'anniversaire de la création de la Côte d'Ivoire, une date à laquelle le devoir s'impose à nous de marquer un temps d'arrêt pour, d'une part, réfléchir à notre histoire commune, tirer les leçons du passé, et d'autre part, imaginer notre avenir commun. Je vais procéder à une analyse de certains éléments de notre passé, de 1960 à aujourd'hui, pour en tirer quelques leçons essentielles. Je veux vous parler ce soir d'une valeur qui était la valeur la plus chère au président Houphouët-Boigny, la paix. Il ne se lassait pas d'en parler dans chacune de ses interventions, nous exhortant, nous tous Ivoiriens, à chérir la paix, à nourrir et à développer un véritable amour de la paix. Comme il aimait à le dire, avec toute l'éloquence qui le caractérisait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. L'histoire de notre pays est là pour nous démontrer et nous rappeler à quel point il avait raison. Je vais utiliser ici, une fois de plus, une mesure internationalement reconnue de développement, l'IDH, ou Indice de développement humain. Les experts en développement ont toujours souhaité disposer d'une mesure qui permette de comparer les nations de la façon la plus objective possible entre elles et dans le temps. L'IDH mesure en effet, pour simplifier, 1. L'espérance de vie. Combien d'années les citoyens d'un pays peuvent espérer vivre à la naissance? 2. L'éducation. Combien d'années passent à l'école les enfants d'un pays? Et 3. Le niveau de vie. Est-ce que les citoyens d'un pays peuvent se nourrir, se loger, se déplacer, etc. L'IDH, c'est donc la durée de vie, l'éducation et le niveau de vie. Ces mesures sont effectuées chaque année pour tous les pays, à partir de données fournies par les gouvernements de chaque pays eux-mêmes. De même que le mètre ou le kilogramme ont été adoptés comme mesure par tous les scientifiques du monde, personne ne conteste sérieusement la valeur et la pertinence de cet indicateur. Alors penchons-nous ensemble sur l'histoire que nous raconte l'IDH de la Côte d'Ivoire, au-delà de la polémique politicienne. Quand le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, nous quittait en décembre 1993, l'IDH de la Côte d'Ivoire était de 118, c'est-à-dire que nous étions classés 118e dans le monde, en termes de développement humain. Un rang tout à fait honorable pour une jeune nation. Quand le PDCI quitta le pouvoir en décembre 1999, nous étions classés 125e dans le monde. 125e dans le monde. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour avoir vécu dans une Côte d'Ivoire qui occupait un tel rang. Peut-être éprouvez-vous de l'impatience à écouter ceux d'entre nous qui sont plus âgés que vous parler avec nostalgie de ces années. Et je le comprends. Nous essayons en fait de vous dire deux choses importantes. La première, c'est qu'il est possible pour un pays d'Afrique de l'Ouest, à force de travail et d'ambition, de tenir son rang parmi les nations. Je peux vous dire que tous les Ivoiriens se sentaient fiers des progrès accomplis dans leur pays parmi les nations africaines. La deuxième chose que nous essayons de vous dire, à vous les plus jeunes d'entre nous, est que c'est la paix qui a régné en Côte d'Ivoire pendant les décennies qui ont suivi notre indépendance. C'est donc la paix qui nous a permis d'effectuer de tels progrès dans les domaines qui comptent le plus pour tout pays, à savoir la santé et l'éducation, à la différence de pays qui, eux, avaient cédé à la tentation de la violence. Mais que s'est-il passé ensuite, depuis 1999? À la fin de l'année 2000, en 12 mois seulement, notre pays était passé de la 125e place à la 141e place. Une chute de 16 places, la plus importante jamais enregistrée par notre pays dans son histoire en une seule année. C'est là qu'eut lieu le premier grand décrochage dont nous ne sommes jamais rendus. Après les conflits et la violence qui ont meurtri notre pays pendant la décennie 2000-2010, nous étions en 2010 167e dans le monde. Et malgré tous les efforts déployés depuis, nous étions encore 166e en 2015, puis 159e en 2022. Je ne citerai pas notre classement en 2023 compte tenu de la polémique que j'ai vue se développer depuis mon discours de Soubry il y a quelques semaines. C'est là franchement une tempête dans un verre d'eau. Ce dont je parle ici se déroule sur des décennies et est trop important pour que je me laisse entraîner dans des débats stériles. Je parle de la vie de chacune et de chacun d'entre eux. C'est un sujet à la fois trop sérieux et trop important pour que l'on se permette de l'utiliser à des fins bassement politiciennes. Ce que j'essaie donc de vous dire, c'est que le message de Houphouët-Boigny prend toute sa valeur quand nous suivons l'évolution du développement humain dans notre pays au fil des ans. Ce que ces chiffres, ce résultat veulent nous dire, c'est que la violence et le conflit ne sont jamais la solution pour un pays. Quand un pays sombre dans la violence, les premières victimes de cette violence sont les plus faibles, les plus démunis et les plus pauvres. C'est cette triste réalité que l'IDH capture. Quand on est jeune et démuni, la violence peut paraître une solution tentante. L'arme qui va vous permettre d'acquérir rapidement
et sans grand effort tous ces biens que vous aimeriez posséder, cette voiture, cette villa, cet ordinateur. Je vous le dis, ce n'est pas vrai. Tout ce que la violence apporte avec sa cohorte de destruction, c'est une régression sur tous les plans. Les dégâts que provoque la violence dans un pays, il faut des dizaines d'années pour les réparer. Voilà ce que nous dit le fameux IDH pour notre pays. C'est pour cela qu'Houphouët-Boigny voulait nous inculquer à tous l'amour de la paix. C'est pour cela que je ne vous parle que d'apaisement, de tolérance, de paix dans chacune de mes interventions. C'est cela le vrai message de l'oufouettisme, la paix, l'amour de la paix. Voilà ce dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre, a dit Winston Churchill. Alors que nous nous rapprochons de 2025, je crains que des leaders sans scrupules essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit et de la violence et de la division. Si je me suis porté candidat à la présidence du parti d'Houphouët-Boigny, dont les militants m'ont fait l'immense honneur de mes livres, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour parer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays. Les Ivoiriens sont fatigués de la violence, des injures, des outrances verbales. Ils veulent vivre dans une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée. Je m'efforce au PDCI de susciter des débats sur des sujets déterminants pour l'avenir de notre pays. C'est le sens du combat que je mène aujourd'hui. Ainsi, il y a quelques mois, j'ai relevé que trop peu d'Ivoiriens étaient inscrits sur nos listes électorales pour que nous ayons des élections crédibles. J'ai indiqué qu'il fallait que 4 à 5 millions d'Ivoiriens de plus soient inscrits sur les listes électorales. Je ne peux qu'observer qu'après les polémiques et injures que mes interventions semblent parfois susciter chez certains, ces chiffres semblent maintenant acceptés de tous, y compris à la Commission électorale indépendante, la CEI. J'ai ensuite parlé de l'IDH il y a quelques semaines. De nouveau, après que j'eus subi attaques et injures, mes propos semblent avoir suscité un débat que je crois utile sur l'état de l'éducation et de la santé dans notre pays. Dans le message que je vous ai adressé à la fin de l'année dernière, j'ai pris l'engagement de faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est ne pas craindre de mettre sur la table et de débattre de questions fondamentales pour l'avenir de notre pays. Faire de la politique autrement, c'est ne jamais tomber dans l'invective ou dans les injures. Donc, malgré les attaques dont je suis l'objet de façon maintenant quasi quotidienne, je suis resté fidèle à cette ligne de conduite et je n'en dévierai pas. C'est en nous comportant de la sorte que nous, leaders politiques ivoiriens, pouvons éviter les erreurs du passé et ainsi véritablement honorer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny. Tous les jours, quand je les rencontre, les Ivoiriens me disent à quel point ils apprécient ma démarche et celle du PDCI. Et je dois avouer que cela me fait chaud au cœur et m'encourage à poursuivre dans cette voie. Les adhésions au PDCI sont bien la preuve que cette approche plaît aux Ivoiriens et suscite chez eux un engouement réel. Je les en remercie et je m'en réjouis. Comme le président Houphouët l'a si bien et si souvent dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ce sont donc bien nos comportements qui comptent et nos comportements seuls. Avant de clore mon propos, je veux revenir sur l'actualité récente de notre pays. Sur le plan social, si on peut se féliciter du succès éclatant de nos éléphants lors de la CAN 2023 et de la bonne organisation de ce rendez-vous sportif continental par le gouvernement, nous regrettons les déguerpissements sans ménagement de population que nous avons tous pu observer avec tristesse depuis. Pendant la dernière semaine du mois de juillet, le cas d'Adjamé, où il y a eu de violentes échauffourées, fut particulièrement choquant. Et je tiens à exprimer ici ma compassion aux victimes de ces circonstances malheureuses. S'il est parfois nécessaire de procéder à des déplacements involontaires de population dans le cadre de projets de développement, nous invitons les autorités à respecter les normes internationales dans ce domaine qui imposent la concertation avec les populations, leur dédommagement et, le cas échéant, leur relogement. Je me réjouis que le chef de l'État ait annoncé des mesures dans ce sens dans son discours du 6 août et nous suivrons de près la mise en œuvre de ces mesures. Faire de la politique autrement, c'est aussi saluer, comme je viens de le faire, les initiatives du gouvernement lorsqu'elles vont dans le bon sens. Cela participe du patriotisme, du vrai patriotisme. Ivoirienne, Ivoirien, le PDCRD est porteur d'un projet social, économique et politique qui met avant tout l'accent sur la personne humaine, les femmes et les hommes de ce pays. Un projet qui fera régner la paix dans un pays de tolérance, un pays fier de sa diversité et qui offre à ses enfants, quel que soit leur lieu de naissance, leur religion, leur ethnie, leur chance.
2025 sera une année particulièrement importante pour notre pays. Nous souhaitons qu'enfin l'année prochaine, les Ivoiriens fassent l'expérience d'une élection transparente, crédible, inclusive et apaisée. Nous travaillons dans ce sens avec la société civile et différents partis politiques. Ivoiriens et Ivoiriens habitants de la Côte d'Ivoire, le 7 août est notre fête. Je veux avoir une pensée ici pour nos athlètes qui participent actuellement aux Jeux de la 33e Olympiade à Paris. Ils illustrent avec brio le dynamisme de notre jeunesse et sans vouloir diminuer le mérite de nos athlètes masculins, je veux néanmoins saluer le travail effectué par les dirigeants de notre sport pour la promotion du sport chez les femmes. Nos athlètes ivoiriennes ont eu une participation fort remarquée à ces Jeux, avec une Ivoirienne en finale du 100 mètres et une autre en finale du 200 mètres. Elle donne ainsi à des milliards de téléspectateurs à travers le monde une image positive de la femme ivoirienne et de la femme africaine. Le 16 août est aussi une fête marquée par un défilé militaire, ce qui me donne l'occasion de rendre un hommage mérité et appuyé aux officiers, sous-officiers, gendarmes, soldats, marins et aviateurs qui assurent notre sécurité et garantissent le respect de notre souveraineté. Nous comptons sur nos armées, sur leurs compétences, sur leur dévouement, sur leur sens du devoir et de la République. Que prévale dans notre pays un sentiment de solidarité avec nos corps habillés en ce jour mémorable de la célébration de nos armées, gardiennes des principes qui fondent notre République, pour le service et au service de la Côte d'Ivoire. La paix, notre bien commun le plus précieux, n'est possible que grâce à ces femmes et à ces hommes qui assurent notre sécurité à l'intérieur du pays, mais aussi sur nos frontières, sur terre, sur mer et dans les airs. Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, le PDCIRDA par ma voix nous engage à continuer à construire une Côte d'Ivoire fidèle à la vision originelle du président Félix Houphouët-Boigny. Une Côte d'Ivoire unie, paisible, tolérante et fraternelle. Bonne fête de l'indépendance, vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois encore bonjour. Quand on finit d'écouter un discours si magistral, un discours de maître, il est quelquefois difficile de vouloir l'interpréter, mais en tant qu'universitaire, je vais me forcer de le faire un peu avec les quelques minutes que j'ai. Le président Tidiane Thiam a dit des choses très importantes. Vous savez, nous sommes dans une situation en Côte d'Ivoire où ceux et celles qui occupent indûment la tête de la gestion du pays n'aiment pas les critiques. Et quand le président Thiam propose des choses très bonnes pour amener la Côte d'Ivoire à avancer, ces gens qui pensent que la Côte d'Ivoire est une boutique de commerçants où la conduite d'un véhicule appelé Baka, ils se mettent dans les invectives et ils insultent. Ils n'ont rien à dire, ils insultent. Et Tidiane Thiam dit qu'il en a fait les frais. C'est-à-dire des injures au quotidien parce qu'ils n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Quand ils n'ont plus rien à proposer, ils insultent. Décryptage du discours. Le président Tidiane Thiam, à l'entame de son discours, a rendu un hommage mérité au président Henri Konan Bédié, l'ancien président du PDCI-RDA. Vous voyez comment Tidiane Thiam éduque M. Ouattara, qui est sans éducation. Tidiane Thiam rend hommage au président Henri Konan Bédié, qui est décédé et à qui il a succédé. M. Alassane Ouattara, qui appelait le président Bédié mon grand frère, mon aîné, mon grand frère, mon aîné, et chez qui il a vécu aux États-Unis quand la galère était exponentielle dans sa vie et sa poche, et qu'il mangeait les croûtes de riz d'Henri Konan Bédié, il fait un discours, il n'a même pas prononcé le nom de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, M. Bédié. Voilà l'image que vous devez avoir de M. Ouattara, un ingrat, un homme sans foi ni loi. C'est-à-dire un homme dont la mémoire est perdue dans le mal et qui est le mal lui-même. Le Satan, c'est son représentant qui est Ouattara. Donc le président Tidiane Thiam rend hommage au président Bédié pour dire que le président Bédié a travaillé et ce que je fais, je continue. Le président Tidiane Thiam vous dit que
en souvenir du président Bédié, il y a une commémoration du décès du président Bédié l'an 1. Parce que ça fait 1 an le président Bédié est décédé. Le président Tidjane Thiam a dit à son initiative, et ceux qui sont autour de lui, au PDCI-RDA, ils ont organisé une messe commémorative à Daougro, une messe à Abidjan et une messe à Paris. Et comme lui, il était à Paris, il a été celui qui a parlé la messe de requiem du président Bédié à Paris. Mais les journaux de la case caféinée, où on ne va pas à l'école et puis on s'autoproclame journaliste, quand vous les lisez, vous ne savez pas si c'est en français ou en arabe. Parce que beaucoup ont fait l'école coranique. Et donc ces gens-là ont écrit sur leurs journaux, leurs torchons, que le président Thiam a fui le pays, alors que nous avions les images devant nous, les images, les vidéos qui présentent le président Thiam à l'église en train de prier pour le président Bédié. Parce que le président Thiam est un homme qui a le cœur ouvert. Bien qu'étant musulman, il va à l'église pour prier avec les gens parce que le président Bédié était chrétien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons écouté le discours du diable Alassane Ouattara à l'occasion de la fête. Il n'y a pas de vie chère en Côte d'Ivoire. Tout roule comme sur les rails. Même il n'y a pas de goudron biodégradable. Tout baigne comme dans l'huile. Tout est beau comme au pays des merveilles. On a vu Alassane Ouattara qui allait, les armées, les milliers d'armées qu'il a envoyées sur le territoire ivoirien. Il a pris le matériel de cette armée-là pour venir faire défiler. Je vous l'apprends aujourd'hui. Ce sont des équipements de l'armée française et les Américains qui sont en train de s'installer, qu'ils allaient prendre pour venir défiler devant nous. Je vous dis la vérité, vous savez que je ne mens pas. Même les gens qu'ils ont envoyés ici pour tourner là, je suis au courant. C'est eux-mêmes qui m'informent. Vous savez que c'est eux qui informent Christ et puis il dit c'est des gens qui nous informent. On continue avec le discours du président Tidjane Thiam. Le président Tidjane Thiam a parlé de la paix. Il a la paix en lui et la paix que Houphouët-Boigny lui a laissée, il développe cette notion de paix. Tout son discours, il a parlé du président Houphouët-Boigny, son grand-père. La paix, la paix, la paix, la paix, comme seconde religion de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais à l'opposé de la paix, il y a la violence. C'est Alassane Ouattara qui utilise les microbes. C'est Alassane Ouattara qui fait fusiller les gens à Djamé village. C'est Alassane Ouattara qui brise les maisons des gens, qui casse les maisons des gens, qui les laisse dehors des bébés d'une semaine qui sont dans la mère des enfants. Voilà ce qu'il est. Vous savez, quand tu prends ton âme, tu le confies au diable, en fait, quelle que soit la gloire éphémère que tu as sur la terre, tu n'es pas en paix. C'est tous ces gens comme si c'est Bakongo là. Nous qui avons juste peur, là, on est plus heureux qu'eux parce que le démon les dérange la nuit. Le président Tidjane Thiam dénonce la violence morale, il dénonce la violence physique du RDR, ce club de soutien et ce club djihadiste et terroriste en Côte d'Ivoire et qui envoie ses tentacules en Afrique de l'Ouest partout pour déstabiliser les autres États, avec à la tête leur gourou Alassane Ouattara, maître du club de soutien. Mais le plus important, c'est que le président Tidjane Thiam a parlé encore de l'IDH. Quand on parle de l'IDH, comme au RDA, ils ne vont pas suffisamment à l'école, ils sont perturbés. Comme au RDA, ils ne vont pas suffisamment à l'école, ils sont perturbés. Je vais digresser un peu. J'ai vu Lagui Chérif hier. J'ai appris même que Touré Mamadou lui a envoyé $200, 200 €, $200. Nieba n'est pas allé à l'école. Un bâtard comme ça, comme il suis payé, est-ce qu'il a le bac même? Est-ce qu'il allait à l'université? Kouyaté, qui est directeur général de la police, là, il faut lui demander, voici sa chambre, voilà ma chambre. Au moins, tu peux lui demander, parce que vous êtes des RDR. Il était à la cité universitaire, moi. J'ai dit Kouyaté, il est à Abidjan. Il est au RDR, il est votre directeur général. Voici sa chambre, il était en maîtrise, j'étais en première année. Au moins, ça, là, vous pouvez demander ça. Est-ce qu'il n'est pas, il faut faire bac même? C'est un matin. Est-ce qu'il n'est pas même, il a fait licence même? Vous voyez comment ils sont complexés. Parce que chez eux, on ne va pas à l'école. Donc, quand ils voient la lumière du président Thiam,
Ils sont étonnés qu'un homme puisse arriver à ce niveau. Il ne peut pas le croire. Il ne peut pas dire un homme peut consacrer sa vie aux études et puis prendre son temps pour dire moi je veux atteindre ça. Chez eux, ce n'est pas ça. Hein. Ce sont des rebelles qui sont au gouvernement avec eux. Donc le président Thiam parle de l'indice de développement humain. Je vous dis, quand j'étais en train d'étudier les finances, nos professeurs se sont prononcés sur l'indice de développement humain parce que l'homme au centre de toute action financière et économique pendant tout le temps. Indice de développement humain, indice de développement humain, indice de développement qui est une norme internationale pour voir comment les êtres vivants, ça ne s'adresse pas aux morts, comment les êtres vivants se vivent, comment les êtres vivants ressentent la vie pendant la durée de leur vie. L'indice de développement humain calcule en premier l'espérance de vie. Le nombre d'années qu'un être humain est censé faire sur la terre des hommes. L'indice de développement humain calcule l'éducation, c'est-à-dire la formation. L'indice de développement humain calcule le niveau de vie des populations. Mais allons, l'espérance de vie, qui était de 58 ans en Côte d'Ivoire, quand le président Houphouët-Boigny était là, l'indice de développement humain est maintenant de 46 ans. Toi qui as plus de 46 ans, c'est une chance que tu as eue. Il ne faut pas dire que tu dis c'est faux. Les gens meurent par milliers dans les hôpitaux faute de 5 000 francs CFA. Ils n'en ont pas. 5 000 francs CFA. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. C'est le paflotage seulement. Donc l'espérance de vie a été complètement réduite avec ce pseudo-gouvernement en République de Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, le gourou de la case caféinée. Ça, c'est le premier élément. Et l'éducation, c'est des caterpillars qui cassent les collèges. C'est des caterpillars qui cassent tout ce qui est chose. Rien ne marche. Les universités sont gâtées. Quand on classe les universités en Afrique et dans le monde, les universités ivoiriennes, c'est foutu, ça ne va pas. Tout est au rabais. Des enseignants, la plupart du temps, pas les enseignants, ceux nouveaux-là, qui font des compilations de documents, parce que le doctorat étant un diplôme de recherche, tu peux t'asseoir à la maison, demander à quelqu'un de faire la compilation pour toi, parce que ce n'est pas un diplôme de table, et ils disent qu'ils ont eu doctorat. Nos enfants sont mal enseignés. L'éducation est foutue. La formation professionnelle est foutue. La formation générale, c'est foutu. Ce que nous avions vu avec des grands ministres, des hommes qui nous donnaient la fierté d'aller à l'école, comme le ministre Bala Keïta, chers amis, c'est foutu, on ne retrouve plus, où nous avions même des petites bourses, chaque 3 mois, c'était un salaire pour nous, pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, tu vas à l'école et puis on te paye, donc ça te donne de l'émulation. Il y a des internats où on mangeait, et 43% du budget de l'État était consacré à l'éducation nationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça là, ça date de Mathusalem. Vous ne verrez plus ça. Alassane est un menteur. Alassane est un menteur. N'en déplaise à ces hommes qui sont à côté, qui font une infiltration ici. Mais moi-même, je suis le grand infiltreur professionnel. Et je leur dis ça. Je vais leur dire ça. Le niveau de vie. Le niveau de vie. Tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas bien t'habiller. Tu ne peux pas bien te loger. Tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas bien entretenir ta famille. La galère s'est multipliée par 78 en République de Côte d'Ivoire. Aucune création d'emploi. C'est de ça que le président Tidiane Thiam parle. Et pour revenir à la Côte d'Ivoire d'Houphouët, que les jeunes n'ont pas connu, donc ils ne peuvent pas savoir. Le président Tidiane Thiam vous amène à prendre conscience que la Côte d'Ivoire s'est gâtée. La Côte d'Ivoire des Traoré à Moudé, là, ils vous tuent la nuit pour les besoins de la cause, pour les sacrifices humains. Ils vous tuent. Parce que eux, on n'a pas besoin de contradiction. Ils n'ont pas besoin de contradiction. Ils n'ont pas besoin de dire, oui, ce que tu as dit, c'est vrai, mais je voudrais qu'on améliore. Tu es mort la nuit. C'est ça qui se passe en République de Côte d'Ivoire. Où, quand on doit confier un dossier d'un juge dans une situation, ce dossier-là, on le confie à un juge tribal. C'est de ça qu'il s'agit. Procureur tribal, juge tribal. La Côte d'Ivoire est détruite. Et le président Tidiane Thiam, dans son discours, vous dit ce qui est clair,
que nous sommes l'indice de développement humain, qui est la norme internationale de calcul du niveau de vie, de l'éducation et l'espérance de vie des populations. Il dit, quand le président Houphouët-Boigny était là, c'était vers la fin du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était classée à la 118e place avec le président Houphouët-Boigny. Quand le président Bédi est venu, où il a pris le pouvoir dans des situations difficiles que nous connaissons, la Côte d'Ivoire était classée 125e. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sous Ouattara, où eux-mêmes ils ont peur aujourd'hui de parler d'émergence. Ils ne parlent plus d'émergence. Hein. Émergence, là, ce n'est plus dans leur discours. Émergence, là, ça n'apparaît plus dans leur discours parce que la Côte d'Ivoire est immergée. C'est-à-dire plongée dans l'eau. Quand tu es dans l'eau, que tu sors, là, on dit le corps a émergé. Mais quand tu es dedans dans les profondeurs abyssales, les profondeurs sans fin, tu es immergé. Complètement comme Abidjan était immergé, avec les pluies, la Côte d'Ivoire est complètement immergée. On ne parle plus d'émergence parce qu'on est à la 169e place. Sur, je crois, 184 ou 190 pays, nous sommes foutus. Même le Burkina est devant nous. Le Mali est devant nous. Le Niger est devant nous. Le Togo est devant nous. Tous ceux-là sont devant nous. Aujourd'hui où je vous parle, voilà un discours qu'Alassane Ouattara fait. L'autosatisfaction de son ego. Et il va ramasser toutes les armées étrangères qu'il a mises en Côte d'Ivoire et qui seront difficilement délogeables. Parce que ces gens-là m'ont dit, on lui a donné 145 milliards de dollars. On lui a donné ça pour s'implanter. On n'aura pas le temps de les déboulonner parce que ce serait une dette trop longue et ils vont s'asseoir comme le 43e Bima est assis là depuis 1 milliard d'années. Alassane, c'est un menteur. C'est pourquoi je voudrais, à ce niveau de mon propos, dans le décryptage du discours du président Thiam, dire félicitations au président Laurent Gbagbo qui nous avait avertis. Alassane, c'est un menteur. IDH, 118e place avec Houphouët-Boigny. IDH, 125e place avec le président Bédié. IDH, 169e place avec Ouattara. Voici la vérité. Voici la vérité. Et le président Tidiane Thiam dit, enrôlez-vous. Quittez la violence. Quand tu es jeune et qu'on te donne des miettes pour aller dans la violence, c'est que tu n'as pas encore compris la vie. Enrôlez-vous. Et vous allez comprendre que le changement arrive. Ils ont pillé le pays. Ils ont gâté le pays. Tout est vendu. On casse les maisons des gens et on implante une autre maison. C'est ça. Si c'est Makongo qui ne s'est pas construit une maison, là, lui, il s'est cassé maison. Eux, ils savent introduire la fiole ici. Je suis en train de traiter le cas de ces gens qui viennent de Côte d'Ivoire maintenant. De toute façon, on t'interroge là. Toi-même, tu sais qu'Aladji Babatoundé, c'est un garçon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas aller trop loin. Mais la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous dire une chose. Vous allez dire que ce n'est pas important. Ils ont fait une réunion au RDR. Me concernant spécifiquement, avec toute la méthode d'infiltration ici, et de deux, une campagne de dénigrement. Mais j'ai pitié d'eux. Comme ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Eux, ils ont cherché. Ils ne trouvent pas. Voilà les arguments. Il faut dire que Nieba n'a jamais fait le bac. Le baccalauréat du second degré. Nieba n'a jamais fait le baccalauréat du second degré. Il faut dire que Nieba n'a jamais mis pied dans les universités. C'est bon, hein? Insulter copieusement la maman de Nieba. Il s'occupait de sa maman. Mais ça, c'est un disque rayé, ça. Pour ceux qui mènent les enquêtes, vous êtes allés à Yokoboué. Maman n'est pas là parce qu'elle est en soins. Maman n'est pas à Yokoboué. C'est en 2001 qu'elle est allée s'installer à Yokoboué parce qu'elle n'était pas à Yokoboué. Et elle a pris de l'âge. 82 ans, elle est malade. Elle n'est pas à Yokoboué. Yokoboué, ce n'est pas caché. C'est 1200 francs pour quitter Abidjan, aller à Yokoboué. Il y a plusieurs personnes qui ont été des amis, qui sont allés, qui l'ont salué. Cherchez des arguments pour m'atteindre. Pas sur le plan physique, vous ne pouvez pas. Sur le plan spirituel, laissez ça. Parce que des gens travaillent. En Inde, au Togo, au Burkina, partout. Même des grands hommes de Dieu, ils travaillent.
Sa maman est vilaine, mais l'âge a fait que maman est ridée. Elle est plus belle qu'Alassane Ouattara parce que les yeux de maman n'ont jamais été tordus, sa bouche n'est jamais tordue et maman ne marche pas comme un homme qui marche en point virgule comme Alassane Ouattara. Je vous donne les arguments. Ma mère, elle ne marche pas comme quelqu'un qui marche en tordu. Ses yeux ne sont pas fermés et sa bouche n'est pas penchée. Ah, c'est ça qui est vrai. Est-ce que vous avez compris? Je dis à Zasso, Zasso, tu es bêté, les gens là n'ont pas besoin de toi. Il faut chercher à travailler. Je lui dis ça en inbox. Il m'a insulté copieusement. Zasso, tu dis tu attends 50 millions d'euros. Sans effort. Zasso, il faut travailler. Parce que la vie passe très vite. Et tu seras confronté au problème de la retraite parce que le corps ne réagit pas toujours. C'est pourquoi nous travaillons. Il m'a insulté. Parce qu'ils sont dans une case caféinée où ils ont enlevé leur cerveau. Ils ne réfléchissent plus. Moi, je travaille. Désormais, ce n'est plus Niéba sous les verres de carton. Hein, parce qu'ils savent que je vais répliquer à Alassane Ouattara conduisait taxi. À Pennsylvanie ici. Quand tu vas à l'école, tu es obligé d'arrondir ton petit gain qui est la bourse qui ne suffit pas. Et le Canada le permet, les États-Unis. Quand tous ceux qui viennent, vos enfants qui viennent étudier, moi je les vois dans les Tim Hortons, ils sont là, ils lavent assiette, ils font tout ça pour que leur bourse que vous leur donnez ou ce que les parents leur envoient puisse suffire. Eux, ils travaillent 20 heures par semaine. Parce que ici, là, la norme voudrait qu'on travaille 40 heures par semaine. 40 heures. Sa maman est sorcière, oh. Sa maman est sorcière, oh. Mais je ne sais pas d'où vous tirez ça parce que aucun cadavre, aucun gopon n'a attrapé la maman dans le village. Jamais. Et ils disent à Ladi de me dire, si tu aimes la Côte d'Ivoire, vraiment, il faut venir. Je ne viendrai pas parce que vous, là, Alassane Ouattara était à l'hôtel du Golfe quand il a autorisé l'assassinat de mon demi-frère, le colonel-major Aoumal Nathanaël. Ils sont allés dans le village. Ils s'étaient cachés à Liboli. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il avait un peu d'argent sur lui avec ses hommes. Ils lui ont pris 10 millions. Ils sont partis. La deuxième fois, ils sont venus. Alassane dit qu'il vient de prendre le pouvoir, il n'a rien. Il faut venir à son secours. Il a dit, mais moi, j'ai travaillé avec le président Gbagbo, je n'ai pas un poste avec vous. Et puis, pour le moment, laissez-moi, je vais réfléchir. Ils lui ont pris 15 millions. La troisième fois, quand ils sont venus, ils l'ont pris du village. Ils sont allés l'abattre de l'autre côté du village. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous savez la colère qui a fait que j'ai quitté le pays. J'étais à Abidjan, ils ont pris le président Gbagbo le 14 avril. 11 avril, 14 avril, quelque chose comme ça. J'étais à Abidjan. Jusqu'à la fin du mois d'avril, je n'ai pas fait de mal à quelqu'un dont je ne dois à personne. Le 3 mai 2011, j'ai eu l'information, ils viennent d'abattre le grand frère. Le 3 mai 2011. Sur ordre d'Alassane Ouattara. Parce qu'à l'hôtel du Golfe, on a ces hommes là-bas. Il dit d'aller l'abattre. Ils ont abattu Nathanaël. C'est ce jour-là, le 3 mai, que je suis sorti d'Abidjan. Et je suis allé à Moussou. J'ai fait quelques jours. Ensuite, je suis allé à Diaké chez mon cousin Bernard. Et dans la colère, je suis revenu à Abidjan. Je suis allé voir l'ancien député de chez nous pour prendre un peu d'argent avec lui. Parce que je n'étais pas content. Et je suis allé chez David le 16 mai 2011 à Sikensi. Je suis resté à Sikensi jusqu'au 8 juillet 2011 lorsque cette grande femme de Radio France Internationale, parce que je sais me faire des relations. Je n'ai pas le bras attaché ou le pied attaché. Je me crée toujours des relations. Il y en a qui ne savent pas le faire. Je me crée toujours des relations. Quand j'ai reçu l'appel, elle n'était pas en France, elle était à Mombasa au Kenya en vacances. Elle dit quitte le pays parce que le monsieur s'apprête à tuer les Ouais. Il veut massacrer tous les hommes de l'Ouest. Mon petit, je dis je vais où? Tu es où? Elle dit à Mombasa. Donc moi j'anticipe.
Donc, de partir au Libéria, alors, par exemple, tu me dis de sortir du pays. Ben, je ne peux pas aller au Burkina, elle Blaise. Elle me dit, viens au Togo. Je ne t'ai pas dit au Ghana, viens au Togo. Je ne t'ai pas dit d'aller au Ghana, viens au Togo. Donc, je suis allé normalement. Si vous vérifiez les documents à la frontière de Noé, je n'étais pas un fuyard. Je me suis arrêté 11 juillet 2011. J'ai montré mon carnet de vaccination qui n'était pas à jour. Là, on m'a escroqué un peu. J'ai donné 8000 francs. J'ai donné ma carte d'identité. Je n'avais pas le passeport sur moi. J'ai fait toutes les formalités. Oui, juillet, 11 juillet 2011. Et je suis allé voir un douanier qui était à côté. Il m'a donné 50 000 francs. Je dis, je m'en vais. Parce que je n'ai pas la tête en paix. Ils ont tué le grand frère. Quand je suis arrivé au Ghana, j'ai fait 10 minutes au Ghana. Parce qu'on ne m'a pas dit, viens au Ghana. J'ai pris la voiture, je suis allé au Togo. Où je me suis lié d'amitié avec certaines personnes qui dirigent le Togo. Quand j'ai dit aux Ivoiriens que si je fais 6 mois ici, je serai ami au ministre, je serai ami à tout le monde. Et tous ceux qui ont vécu au Togo ont su ça. Et puis, tout a été préparé pour que je vienne ici. Avec l'accord du gouvernement du Canada. Parce que les 3 dossiers avaient été acceptés. La Norvège, les États-Unis et le Canada. Et ce grand monsieur-là, Mbili m'a dit, il faut aller au Canada. Il y a plus d'opportunités au Canada qu'en Norvège et aux États-Unis. Le taux de criminalité est trop élevé aux États-Unis. Alors, une vie si simple. Ils vont en Noé, ils regardent leurs archives. Voilà le passage de Nyeba. Je ne suis pas passé par la brousse ou l'eau, où des gens fuyaient. Moi, je ne fuis pas. Mais comme ce sont des tueurs, et au moment où je suis en train de vous parler, ils sont en train de massacrer nos parents. Andrew Yokobui et Sassandra. À Sago, nos parents sont en train de mourir, sont en train de les tuer. Les sacrifices humains se sont multipliés par 57. À Debem, Kiriboko, Sago, partout. Là où ils avaient tué 850 personnes en une journée, ils continuent. Deuxième chose, il a dit, me dit, si tu as une maison à Abidjan, il faut la montrer. La maison de Songon, là. Si elle t'appartient réellement. Mais, si ce n'est pas qu'on va en train de casser toutes les maisons, si je montre la maison, c'est maintenant même que lui-même va casser ça. Il faut montrer ta maison. Mais même un bébé de 5 ans, on ne lui dit pas ça. Moi, je suis un grand homme. Il faut montrer la maison si tu as une maison. Vous voyez, quand les gens sont des drogués, je vois pourquoi Corol Lacoste l'a malmené. Dites aux gens du RDR, si vous voulez m'affronter, ce n'est pas ce tantampion-là qui fait des vidéos pour pouvoir manger. Si, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez mes vidéos sur tous les réseaux, je n'ai jamais fait un compte monétisé, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit à ceux qui peuvent les utiliser pour avoir mangé de le faire. Vous les verrez sur le nom Baïkar, vous verrez mes vidéos sur France Libre, vous verrez mes vidéos sur Afrique Liberté, des Libertés, vous verrez mes vidéos sur Association des États du Sahel, Alliance des États du Sahel, vous verrez, je leur ai dit, prenez ça. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ici, je suis dans une position où on ne renouvelle pas mon document chaque année, parce que moi-même, je suis d'ici. Et le jour où je décide de partir d'ici, je vais en Corée du Sud. Je peux m'asseoir aux États-Unis, je peux m'asseoir au Mexique, je peux m'asseoir à Punta Cana pour faire la vie, je peux m'asseoir en Israël pour prier. Donc, je ne suis pas coincé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un club de vampires qui vous dirige en Côte d'Ivoire. C'est un club de vampires. Maman n'est pas au village. Et je ne souhaite pas qu'elle meure. Mais c'est à cause de maman que actuellement mes finances sont en difficulté. Parce qu'elle ne peut plus travailler. On doit lui donner à manger. Mais comme ils n'ont pas d'argument, ils ne s'occupent pas de sa maman. C'est un maudit. Ils ne s'occupent pas de moi. C'est un maudit. Moi qui fais vidéo, et puis pasteur appelle, et puis je dis, on va te donner 200 000 francs. Femme doit accoucher, je lui donne. Ma maman qui a versé son sang. Là. Et la première bénédiction, c'est une mère,
c'est à elle que je ne vais pas donner à manger. Ils sont bâtards. Vous savez, l'Adi est du peuple qu'on appelle Koyaka. Le Koyaka ne travaille pas, il est assis et c'est la femme qui doit travailler pour qu'il mange. Moi, ce n'est pas ça dans ma vie. Ma femme m'écoute, c'est elle qui fait le bruit là, parce qu'elle écoute. Madame travaille, je travaille. Et je suis prêt à aller travailler. Et je vous dis, vous les garçons, il ne faut pas croiser les bras, regarder la femme souffrir. Tu n'es plus un garçon. Tu es un animal, tu es un chien. Vous comprenez? Tu es un chien. Parce que la valeur d'un garçon, c'est quand tu travailles. C'est là la femme est fière de toi. Et je veux dire, elle a dit, ici chez nous, là, les dépenses sont tellement élevées, la famille et tout ça. Et à travers le RHDP, que nous, on doit travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir une voiture, tu ne peux pas avoir une maison comme ça, tu ne peux rien avoir. Donc, chérie, donc mon programme, comme j'ai dit, là, ok. Madame, ça va au travail. Je vais aller au travail tout de suite. Je ne suis pas un Koyaka. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites-leur de chercher encore des arguments importants parce que ils sont perdus parce que j'ai tellement boxé qu'ils ne savent plus mettre la tête. Aidez, aidez, aidez le mal en Côte d'Ivoire. Aidez. Ils ont tellement menti aux Ivoiriens aujourd'hui, et rien ne marche, ils ne savent plus où mettre la tête, c'est dans le mensonge. Nous allons écouter notre maman. En 2025, nous allons les chasser à leur violence congénitale. Il n'a même pas eu le bac. C'est chez vous là, on ne va pas à l'école parce qu'on veut devenir mécanicien. Personne n'est mécanicien dans ma famille. Personne n'est chauffeur. Ils sont en train de maltraiter nos parents. Ils sont en train de les tuer, leur arracher leur forêt. Et ils prennent des lois pour arracher la forêt. C'est Dieu seul qui est Dieu. Mais ça vient. Comment on fait pour avoir l'œil tordu, même, et puis la bouche tordue? Comment on fait pour avoir l'œil tordu et la bouche tordue? Un bâtard comme ça. Alassane Ouattara qui a 3 extraits de naissance. Il y a un premier extrait, il est né à Sendou. Un deuxième extrait, il est né à Banfora. Un troisième extrait, il est né à Dembokro. Un imposteur international. Ils disent, on va faire vidéo pour dire à Tidi Antiam de ne plus te payer. Mais Tidi Antiam ne me paye pas. Hein. Chez nous, au PDCI, on n'a pas l'argent de l'État à distribuer.
Tidiane Thiam, je ne compte rien sur lui dans sa poche. Hein. Il est le président de mon parti, on suit. C'est un franc même, je ne reçois pas de Tidiane Thiam. Hein. Et je ne vais pas lui demander l'argent. Il n'est pas le président de la République, il n'a pas la caisse. On ne fait pas ça chez nous, on ne donne pas 2000 francs avec du pain. On n'est pas maudit. Hein. J'ai un bon revenu. Je travaille bien. Vous voyez la maison dans laquelle je suis, même si RDR dit que je dors dans la neige canadienne à moins 40 degrés. Si RDR dit que je n'ai même pas une petite voiture pour me déplacer, des bâtards comme ça, mangeurs, comme on appelle une génération de mangeurs de serpents, vous voulez vous dire quoi? Même RDR, même quand ils ont milliards, même quand tu vois leur manière de manger, même, tu dis que c'est des êtres humains ça. Ils mettent une poudre de poisson dans l'eau et puis l'eau là se retrouve en bas du riz. Moi quand je suis en train de manger, même tu es content. Quand je suis habillé, même tu es content. Bâtard que vous soyez. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. 3 ponts. 3 ponts. Plus goudron biodégradable. 40 000 milliards de dettes. 40 000 milliards de francs CFA de dettes. Yéba n'a jamais eu Pâques. Mais papa Famissa qui a été votre DG de Petrosi là, il faut lui demander, c'est le même jour où on a eu le bac à Daloa. Demandez, appelez papa Famissa, je vous donne des noms. Le même jour, on a eu le bac à Daloa. Et des mangeurs de serpents. Et des... Ceux qui respectent ces choses. Alassane Ouattara marche en point virgule. Il est venu troubler, il est venu de son Saint-Dou natal pour troubler la paix des Ivoiriens. Parce que c'est lui qui a dit je mélangerai ce pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce dangereux gangster Alassane Ouattara et son club de soutien, le RDR, sont venus mélanger le pays pour mettre les Ivoiriens dans des difficultés immenses.